Imaginez-vous, petit aventurier, parti au hasard des chemins. Vous avez soif d'exploration et d'expérience. Tout vous paraît merveilleux et accessible. Vous trouvez un donjon qui vous fait envie. Vous vous y précipitez, petit naïf que vous êtes. Et 10 secondes plus tard, vous êtes en PLS, semi-choqué, semi-vexé. Et vous reprenez la route, mais un chemin différent cette fois. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, alors que je m'étais posé la simple question. La logique, c'est quoi en fait? J'ai acheté ce mini-livre, qui en fait s'est révélé être un donjon beaucoup trop difficile pour moi. Je pensais que c'était une question simple avec une réponse simple. Comme c'est un mot qu'on utilise très souvent et que le concept nous paraît comme intuitivement aller de soi, je voulais juste comme la confirmation d'une définition. En fait, je me suis rendu compte que c'était un bordel pas possible. Il n'y a même pas de consensus sur ce qu'est la logique. Il y a des gens dont c'est le métier d'essayer de définir ce que veut dire ce mot. Ce sont les logiciens. Si vous avez les mêmes non-connaissances que moi au moment où j'ai découvert ce livre, vous allez vivre l'extrait que je vais vous lire de la même façon. Ce qu'on appelle aujourd'hui théorème de Loenem-Skolem dit que pour les langages dans lesquels la quantification porte uniquement sur les individus d'un domaine, par opposition à des ensembles de tels individus ou aux fonctions définies sur ce domaine, toute formule peut en général être satisfaite dans un domaine infini, qui peut être en général satisfaite dans un domaine infini peut l'être dans un domaine dénombrable, c'est-à-dire dans un domaine qui ne contient pas plus d'individus qu'il n'y a de nombres entiers naturels. Pour éclaircir le sens et expliquer l'importance de ce théorème, il convient de rappeler quelques idées de base de l'arithmétique, des nombres infinis qui relèvent d'une partie de la logique nommée théorie de l'ensemble. Cantor avait montré que tous les ensembles infinis n'ont pas le même nombre d'éléments, le même nombre cardinal, et que les nombres cardinaux infinis peuvent être ordonnés. Par exemple, les nombres réels sont beaucoup plus nombreux que les nombres entiers, ce qui n'est pas le cas des nombres rationnels ou fractions d'entiers. Que deux ensembles infinis aient le même nombre cardinal, cela signifie qu'il est possible d'apparier les éléments de ces deux ensembles par une bijection, c'est-à-dire par une relation qui, à tout élément de l'un, associe un unique élément de l'autre, et inversement. Cantor montra qu'il existe une bijection entre les entiers naturels et les rationnels, alors qu'il n'existe aucune bijection entre les entiers naturels et les réels. Les rationnels peuvent donc être appariés aux entiers, alors que les réels sont beaucoup trop nombreux pour cela. En outre, l'ordre croissant des nombres cardinaux infinis admet un plus petit élément, le nombre des entiers, mais aucun plus grand élément. Un ensemble qui a autant d'éléments que l'ensemble des nombres entiers est dit dénombrable. Bon, mais il y a des fois, on en a un peu marre, on est un peu vexé, on a quand même envie d'y aller, et d'essayer de comprendre, quoi. Je vous y extrais comment je peux imaginer la compréhension ou le raisonnement à ce moment précis de quand j'ai réfléchi, c'est-à-dire au présent de quand j'écris la vidéo. Imaginez un grand couloir avec des portes partout, à droite et à gauche. Tout au bout, vous avez une grande porte avec plein de serrures dessus. Cette porte-là, c'est le truc que vous voulez comprendre. Donc une fois que vous aurez réussi à ouvrir la porte, c'est que vous serez arrivé à votre but. Les clés, vous devez aller les chercher dans les pièces voisines. Sachant qu'en général, on ne part pas de zéro, on a déjà quelques clés en poche. Imaginons que vous devez comprendre quelque chose à un degré 1 de complexité. Donc pour comprendre quelque chose, il vous manque une clé, comme la définition d'un mot inconnu. Bon, vous avez juste à aller dans la pièce définition de ce mot, et hop, vous avez la clé manquante pour ouvrir la grosse porte. Maintenant, imaginons qu'il vous manque beaucoup de clés. Sauf que dans chaque pièce qui vous entoure, il y a aussi des pièces qui mènent dans d'autres pièces. Et là, vous entrez dans un degré 2 de complexité, si vous devez aller dans une pièce derrière la première pour trouver votre clé. Je définis pas vraiment le mot degré, on s'en fout un peu, c'est juste pour vous donner une idée. Sachant que toutes ces portes et ces pièces secondaires, vous pouvez choisir de les ouvrir avec le but d'aller chercher votre clé, mais aussi la simple tentation d'aller voir ailleurs. Tiens, elle a une forme atypique cette porte-là, j'ai bien envie de l'ouvrir. Ça, c'est la curiosité, qui peut pousser un peu loin la distraction. Distraction dans le sens où ça nous détourne de notre but. Bref, moi avec mon théorème bizarre, je ne sais pas trop à quel degré je suis, mais je sais qu'il y a une grosse porte au bout du couloir, et que je n'ai aucune clé en poche pour l'ouvrir, parce qu'il n'y a aucun concept que je comprends. Mais bon, je me suis donné le défi de l'ouvrir, alors je m'y mets. Comme j'ai pratiquement pas compris ce que j'avais lu, je vais voir si déjà je comprends mieux ailleurs.
Je tape théorème de Loenem-Skolem et je lis les résumés Wikipédia. En théorie des modèles, le théorème de Loenem-Skolem établit que si un ensemble de formules, clauses, de la logique du premier ordre admet un modèle infini, alors il admet un modèle de n'importe quelle cardinalité infinie supérieure ou égale au cardinal du langage et de l'ensemble de formules. Le résultat est souvent présenté sous la forme de deux théorèmes, le théorème de Loenem-Skolem ascendant et le théorème de Loenem-Skolem descendant. Bon, vous vous en doutez, ça ne m'avance pas du tout. Je regarde une ou deux vidéos sur YouTube, voir si ça m'aide, mais pas non plus. Il y a quelques mots qui reviennent, notamment bijection et cardinalité. Je me dis que je vais essayer de comprendre ces deux trucs-là. Cardinalité, propriété des ensembles, y compris infinis, qui généralise la notion de deux nombres d'éléments applicables aux ensembles finis. Deux ensembles ont la même cardinalité, ou le même cardinal, s'ils sont en bijection. Bon ok, je comprends rien non plus, mais c'est en lien avec la bijection. Alors voyons, bijection. Application qui établit entre deux ensembles une relation telle que tout élément de l'un soit l'image d'un seul élément de l'autre. Je suis pas sûre de vraiment comprendre ce que signifie ensemble, même si j'en ai une représentation intuitive. J'ouvre une autre porte pour être sûre de comprendre ce que c'est. Je regarde la définition de ce que c'est un ensemble en mathématiques, et ok, au moins un truc que je comprends bien. Tant qu'à faire, j'ouvre une porte annexe pour être sûre de comprendre ce qu'on entend par élément. Ça aussi, je comprends. Je relis la définition de bijection et je pense comprendre. Application qui établit entre deux ensembles une relation telle que tout élément de l'un soit l'image d'un seul élément de l'autre. Ok. J'imagine ça comme deux sacs de billes et dans chaque sac il y a les mêmes billes. Je peux échanger ma bille noire contre l'autre bille noire de l'autre sac parfaitement identique. Avec ça, je relis la définition de cardinalité, mais je suis toujours dans le flou. Donc je regarde ailleurs. Sur Wikipédia, ils nous disent en mathématiques, la cardinalité est une notion de taille pour les ensembles. Lorsqu'un ensemble est fini, c'est-à-dire si ses éléments peuvent être listés par une suite finie, son cardinal est la longueur de cette suite. Autrement dit, il s'agit du nombre d'éléments de l'ensemble. Ok, là ça commence à être beaucoup plus clair. Il s'agit de la taille de mon sac de billes, ou plutôt du nombre de billes dans chaque sac. Et en fait, c'était déjà expliqué de cette façon-là dans le passage de mon livre, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Ok, voyons voir avec ça si je peux essayer d'ouvrir ma grosse porte. Je mets toutes les clés dedans et... raté. Il me reste encore plusieurs notions à comprendre. Et je m'y attelle, du coup. Et je vous passe le détail. Je finis finalement par comprendre que le théorème de Loenem-Skolem, c'est l'idée qu'il existe toujours un moyen d'établir des règles simples, même au milieu de règles compliquées. Fière de moi, j'ouvre enfin ma grande porte. J'entre. Et là, je vois quoi? Rien. La pièce est noire, brumeuse, et je distingue rien. Pourquoi? Parce que ce que je pense avoir compris du théorème, c'est de la merde. J'ai dû tellement simplifier l'idée pour la comprendre, qu'au final, le résultat est très éloigné de la réalité. Imaginez, vous venez de comprendre quelque chose qui vous échappait, vous êtes tout fier. Vous en parlez à un ami qui se passionne en fait pour le même sujet que vous, et il vous dit que non, vous avez tout faux. Ou que c'est juste une idée reçue et que la réalité correspond pas du tout à ce que vous croyez. Ben, c'est chiant. Sauf que, en fait, vous avez raison quand même. Pourquoi? Ben, parce que cette pièce brumeuse est un passage obligé. Vous savez, la mémoire fonctionne avec des petits crochets. Si vous voulez retenir quelque chose, vous avez besoin de l'accrocher à quelque chose de connu. C'est pareil avec la réflexion. Pour comprendre quelque chose, on a besoin de le relier à quelque chose qu'on a déjà compris. Et dans le cas où vous essayez de comprendre quelque chose qui est suffisamment éloigné de ce que vous avez déjà, qui vous paraîtra étrange, contre-intuitif, l'image première que vous en aurez sera sûrement très déformée. Mais pour autant, vous avez besoin de cette image déformée pour avancer dans la compréhension. C'est le premier niveau. Au fur et à mesure, vous récoltez d'autres clés qui vous permettront de comprendre pourquoi cette image était fausse. Et cette image, même fausse, vous permettra d'entrer dans ce monde contre-intuitif et vous le rendra un peu moins bizarre. Ça deviendra un peu familier. C'est comme quand on utilise des métaphores.
Elles sont rarement d'une justesse incroyable, mais elles nous aident à abstraire et à comprendre plus vite certaines choses compliquées en les reliant à quelque chose de connu. À des schémas connus en fait. On peut critiquer par exemple ma métaphore sur le couloir avec plein de portes en me disant que ça ne s'applique pas exactement à la réflexion parce que ça ou ça. Mais c'est pas le but. Ou alors si, je peux justement me demander comment je pourrais trouver la meilleure métaphore possible sur les raisonnements humains. Et en me posant cette question, je pourrais peut-être intuitivement comprendre des cheminements de la pensée que j'avais pas compris auparavant ou un problème me sautera aux yeux que j'ignorais jusque-là. En fait, ça permet de faire le chemin inverse. Je vous explique. Par exemple, si j'imagine dans mon couloir et mes portes, prendre une porte, et puis une autre, et encore une autre, etc., jusqu'à ce que je me retrouve perdue, je peux me demander comment je peux faire pour revenir à ma grande porte. Et là me viendront de façon imagée des solutions. Je peux me dire, faudrait que je pense à laisser des marques sur chacune de mes portes pour retourner sur mes pas. Ou alors je pourrais créer un portail de téléportation, ou autre chose. Et en me demandant ensuite ce que ces images peuvent représenter dans la vie réelle, j'ai peut-être trouvé des idées originales au problème de la distraction. Pour revenir au sujet de comprendre l'incompréhensible, je me suis demandé ensuite, mais c'est utile ou pas ? C'est-à-dire arriver devant une grosse porte sans clé en poche, chercher beaucoup pour réussir à l'ouvrir, et voir cette pièce brumeuse, est-ce que c'est rentable en termes de temps ? Oui et non. Ce que je veux dire, c'est qu'un concept inconnu, à plusieurs degrés de complexité, que vous pouvez relier à presque rien de ce que vous savez, pas comprendre, ça va prendre plus qu'une étape, donc beaucoup de temps. Et probablement pas mal de frustration. Plus le fait que les concepts qui nous ont permis d'ouvrir la grosse porte sont eux aussi, un peu flous. Donc c'est une connaissance fragile. La difficulté est trop grande. Ce qu'il nous faut, c'est un niveau de difficulté optimal. La difficulté optimale, c'est celle qui se situe juste au-dessus de nos capacités. On combat pas un dragon tout de suite. On fait des quêtes secondaires qui nous donnent une armure, et puis une arme, et quand on est complètement équipé, on peut partir au combat. Et ça peut aussi être un bon moyen de se motiver. Des fois, on a besoin de se dire, ça me semble impossible. Donc si j'y arrive, je serai d'autant plus méritant. Le mieux, c'est peut-être de jongler dans le niveau de difficulté. Mais il faut pas juste vous sentir écrasé, nul si le dragon vous tue trop de fois d'affilée et que vous abandonnez parce que c'est normal. Vous êtes capable de comprendre n'importe quoi si vous allez d'abord récolter les clés nécessaires. Et ça sera sûrement plus rapide ou plus motivant si vous avez déjà 3 clés sur 5 en poche. Et ne cherchez pas la connaissance parfaite dès le début. Contentez-vous de cette sorte d'impression que vous avez compris quelque chose, même si au final c'est loin du réel, parce que ça vous servira quand même. Il y a une fausse impression de perte de temps. Il faut juste garder en tête que cette première impression est sûrement assez fausse et qu'elle changera beaucoup avec le temps. Là, vous pouvez aussi penser au système 3 de Houdet qui, en gros, dit que l'apprentissage de l'intelligence, c'est l'inhibition, c'est-à-dire revenir sur nos faux pas. C'est comme si on vous décrivait un paysage de montagne et que vous n'avez jamais vu de montagne auparavant, même en photo. Au début, vous allez faire un énorme effort de concentration. Tout va vous sembler flou et difficile à voir. Et puis on va vous décrire un détail que vous arrivez à visualiser, que vous connaissez, comme une fleur. Et puis le reste va se construire autour, jusqu'à ce que vous ayez une image dans votre tête et que vous vous disiez « ça y est, je vois la montagne ». Et puis on vous montre une véritable image de montagne et vous pouvez voir à quel point c'était ou non loin de la réalité. Mais cette image, aussi bizarre et éloignée d'une véritable montagne soit-elle, est plus proche de la vérité que rien du tout. Autre chose. Comme l'image de la montagne, c'est plus facile de se construire mentalement une image si vous savez déjà ce qu'est un triangle, de la neige, une forêt, plutôt que si vous devez imaginer quelque chose à partir de détails épars comme une fleur ici, l'ombre de tel arbre par là, etc. Donc, mieux vaut penser en concept. Cherchez les concepts et non les détails. Tout paraît compliqué et contre-intuitif quand on commence, pour ensuite rentrer dans notre système logique. Vous devez faire en sorte de penser en schéma mental, quelque chose qui vous est inconnu. Rattachez-le à quelque chose que vous connaissez. Si vous n'avez jamais ni vu ni entendu parler des Oslo, par exemple, vous avez 2 manières de faire entrer cette nouvelle information. Soit la définition, une définition exacte. L'Oslo est un félin qui vient d'Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il a un corps allongé avec des pattes courtes munies de larges pieds. La tête est grande avec 2 oreilles rondes, des yeux jaunes et un nez rose. Ce félin pèse entre 8 et 16 kilos. Ou alors, vous pouvez dire l'Oslo ressemble à une petite panthère. Panthère est un schéma familier, peu importe ce qu'il ne soit pas exact.
Petit à petit, vous allez vous familiariser avec les différences entre Ocelot et Panthère, et un Ocelot, ça deviendra à son tour un nouveau schéma mental fonctionnel à utiliser. Mais au départ, l'information la plus simple, dans le sens la plus familière, a bien plus de chances de survivre dans votre cerveau. Là, on peut partir sur un dilemme difficile. L'exactitude ou la simplicité. Sauf qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé encore, c'est le plaisir. Si vous lisez des choses que vous ne comprenez pas bien, imaginons vous passez 3 jours dans des livres très difficiles pour vous et vous voulez apprendre directement quelque chose de juste. Sauf que c'est vraiment compliqué et vous n'avez pas l'impression de retenir grand-chose. Vous aurez l'impression de stagner. Alors que si vous apprenez quelque chose, même faux, votre cerveau a l'impression d'avancer et ça lui plaît. Donc ça le fait avancer encore plus. Aussi, la correction d'informations est excellente pour la mémoire. J'aime pas trop la phrase l'échec fait partie de l'apprentissage parce que ça a été tellement utilisé par des gens qui veulent entre guillemets penser positif ou par l'univers du développement personnel que ça semble un peu ridicule ou niais. Mais ça n'empêche pas que c'est totalement vrai. Je vais le formuler autrement. L'erreur doit être vécue. Imaginez, vous êtes un futur pilote de Formule 1, vous conduisez pour la première fois. Vous avez passé des heures à regarder les champions conduire et vous connaissez la théorie par cœur. Vos virages, vous voulez les réussir du premier coup, en foutre plein les yeux aux autres élèves et à vos mentors. À côté de vous, un débutant part dans le décor. Vous vous sentez supérieur. Sauf que lui risque maintenant de s'améliorer plus vite que vous. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu l'erreur. L'évolution nous donne l'erreur comme outil surpuissant de mémorisation. Tout son système lui indique maintenant à lui qu'il ne faut surtout pas revivre ça s'il veut vivre. Il va développer une vigilance et des réflexes supérieurs aux vôtres. En fait, l'erreur est un raccourci, ce qui paraît contre-intuitif. Par exemple, on va nous expliquer que les électrons gravitent autour du noyau, comme les planètes autour du Soleil. Et c'est faux. Ils se déplacent selon des nuages probabilistes. Mais premièrement, nuage probabiliste ne veut rien dire pour la plupart d'entre nous. Il n'y a pas d'image mentale associée. Et en plus, il y a beaucoup plus de chances de se rappeler de la véritable information si on a eu la fausse avant. Parce que ça va créer le sentiment de surprise. Tiens, je croyais ça. Quelle est la bonne réponse alors ? L'émotion de surprise nous rend alerte et vigilant. On devient attentif à la nouvelle information parce qu'on a repéré une erreur qui doit être corrigée et enregistrée dans notre mémoire. Mais cette correction ne serait pas nécessaire sans erreur. Si on vous disait directement les électrons se déplacent comme des nuages probabilistes, il n'y a ni surprise, ni concept familier auquel le rattacher. Donc c'est une information qui ne s'accrochera pas dans notre mémoire. Donc qui est inutilisable. Je voulais préciser un truc à un moment quand je dis penser en concept et pas en détail. Détail, il faut le comprendre dans le sens information qui peut être reliée à rien du tout. Parce qu'en soi, un détail, ça peut être un concept. Si je prends l'analogie du dessin encore, imaginez vous avez 2 types de dessinateurs. Un dessinateur qui dessine le nez collé à sa feuille et qui relie petit détail par petit détail par petit détail. Mais des fois, il faut qu'il pense à relever la tête et à vérifier qu'il a un tout cohérent. Parce que s'il reste trop focus sur des petits concepts et des petits concepts et des petits concepts qui relient ensemble, des fois, il perd de vue le résultat final qu'il voulait atteindre. Et à l'inverse, vous avez le dessinateur qui a l'air sûr de son trait, qui dessine très très loin de la feuille, qui fait des grands gestes, qui est très expressif, va étaler ses traits avec son doigt pour faire des ombres. Et puis il sera fier, il aura l'impression d'avoir capté quelque chose. Alors qu'en fait, si on regarde d'un peu plus près, c'est cracra et c'est pas cohérent non plus. Dans la vie réelle, ça donne ce type de personne qui parle et qui a l'impression de pouvoir jongler avec des concepts. Et au final, si on les fait creuser un peu, en fait, ils n'en sont pas capables et ça repose sur rien. Donc simplement, évitez les informations isolées. Par exemple, si vous apprenez la longueur du Nil, 6650 km, qu'est-ce que vous allez faire de cette info ? Est-ce que vous pouvez la relier à quelque chose ou non ? Il y a des gens qui ont tendance à collectionner le savoir comme si c'était des petits cailloux qu'on mettrait derrière une bibliothèque vitrée. Penser ou apprendre, ça doit pas être comme collectionner des petits cailloux, ça doit être comme lire ou peindre. Qu'est-ce qui se passe quand on lit ou qu'on peint ? Les choses, elles se lient entre elles. Je voulais faire un rajout par rapport au concept nouveau. Essayez donc au maximum de prendre des raccourcis et de trouver des schémas familiers, tout en sachant que c'est pas toujours possible. C'est marrant en fait comme notre logique intuitive elle peut différer de notre logique acquise. Un truc peut nous paraître vraiment illogique, étrange. Et une fois qu'on a le déclic, une fois qu'on a compris, ça s'ajoute à notre système logique, mais on peut pas toujours faire de détour pour y arriver.
C'est exactement pareil que si vous appreniez à jongler. Ça vous paraît très difficile, voire impossible au début, et au bout d'un moment, vous intégrez le bon mouvement, vous avez le déclic. C'est comme ajouter à votre bibliothèque interne et ça vous paraît évident. Et si quelqu'un vous demande une explication de comment vous avez appris à jongler, il y aura une difficulté pour transmettre le savoir. Vous pouvez lui faire comprendre la bonne position des mains et le mouvement à faire pour lancer les balles, mais il y a un moment, vous pouvez juste lui dire fais le mouvement 300 fois et puis t'y arriveras. Dans l'apprentissage, ça s'appelle le bourrage de crâne. Et c'est pas forcément à fuir. Il y a beaucoup de concepts que vous aurez du mal à choper, il faudra juste vous y frotter suffisamment longtemps pour que le déclic se fasse. D'ailleurs, comme pour l'exemple du jonglage, j'ai remarqué que les gens qui ont compris certaines choses par cette voie-là avaient beaucoup de mal à être pédagogues. Ils trouvent juste ce qu'ils expliquent logique et restent dans l'abstrait. Et c'est pas seulement parce qu'ils l'ont appris il y a longtemps. Même appris longtemps avant, s'ils avaient trouvé un détour pour comprendre le concept, ils se seraient souvenus de ce détour. Par contre, ce qu'ils ont oublié, c'est leur ancien état d'ignorance. Et j'ai envie de relier ça à la curiosité, parce que je me posais la question il y a quelques jours. Je me demandais est-ce que la curiosité, elle serait pas paresseuse. Quand je dis paresse, je le pense dans le sens qui veut trouver des raccourcis. Et si la curiosité, elle les trouve pas assez vite, la curiosité est détournée parce qu'il semble qu'on fait rapidement un calcul du temps que prendrait la réponse. Donc on se dit ça vaut pas le coup. C'est peut-être pas du coup une réponse stupide de notre cerveau dans ce cas. C'est peut-être justement une vue réaliste de notre ignorance et de l'aperçu que cela prendrait pour combler ce trou. Et on décide, je me décide entre guillemets parce que c'est une réponse réflexe, on décide de s'en détourner. Et comme le détour peut être une réponse automatique, la curiosité est elle aussi un état subi, dans le sens où la plupart du temps on ne choisit pas consciemment de porter notre curiosité sur un objet. C'est un objet qui attise notre curiosité. Elle nous met dans un état émotionnel entre le plaisir ressenti par le désir de quelque chose qu'on veut posséder et l'inconfort de ce manque à combler. En psychologie sociale, Cialdini nous dirait que c'est l'effet de rareté qui est en jeu, peur de la perte car liberté contrainte. En effet, si c'est une personne qui est responsable entre guillemets de cette prise en otage, qui ouvre la brèche de nos connaissances, on ressent une restriction de nos libertés parce que cette personne possède quelque chose qu'elle peut décider de ne pas nous donner. Et la curiosité est sûrement un mécanisme automatique qui se met en route, en partie parce qu'on recherche à optimiser quelque chose, donc qui cherche à prendre des raccourcis. Donc si on se rend compte du coup de cette connaissance, on s'en détourne, parce que notre cerveau analyse l'information manquante comme un détour et non plus un raccourci. Et mince, je sais plus exactement où je voulais en venir avec ça. Si, parce que la curiosité, elle amène à faire des choix aussi. Parce qu'on est sur un certain chemin, en train de creuser une connaissance. Et là, tout à coup, on est distrait, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre et là, il faut choisir. Est-ce que je laisse aller ma curiosité de ce côté-là? Ou alors est-ce que je continue sur le chemin sur lequel j'étais? Et que ce soit dans la vie ou dans le monde des connaissances, quand on doit faire un choix, ça signifie un deuil. On choisit une connaissance et on en sacrifie une autre. Ou plein d'autres. Et pour la curiosité, il peut y avoir un détournement automatique. C'est-à-dire on ressent une sorte de frustration. On va pas vraiment contrôler, mais on va se détourner. Mais notre cerveau va faire un choix à notre place. Simplement comme l'inconfort de se dire qu'il y a certaines choses dont on va pas pouvoir faire le détour. Juste se familiariser un peu avec cet inconfort de se dire il va falloir attendre, tout simplement, et j'aurai pas la réponse tout de suite. C'est comme cohabiter avec un petit animal sauvage qui se laisse pas voir. Vous ne savez pas ce que c'est, des fois vous l'entendez, vous entreapercevez un mouvement. Pas besoin d'être pressé, un jour il baissera sa vigilance, ou fera son curieux, et vous pourrez voir sa bouille. Je reprends cette image pour quelque chose de légèrement différent, pour revenir sur la compréhension. Des fois on comprend les choses avant de pouvoir les nommer, mais on a l'impression que c'est pas le cas. Tant qu'on n'a pas les mots, c'est comme si l'idée n'existait pas. Donc comme le petit animal sauvage, il y a une frustration, on sait qu'il existe, qu'il est là, mais on n'arrive pas à le nommer. Et des fois, plus on force, moins il se montrera. Des fois, plus on essaie de comprendre et moins ça vient. Laissez vos images mentales exister. Observez-les discrètement et soyez patient. Et un jour, paf, vous avez ajouté un nouveau concept à rentrer dans le Pokédex. Mince, j'avais dit qu'il fallait pas collectionner. Si, mais là on collectionne pour les mettre ensemble. On a notre équipe de concepts prêts à se battre dans l'arène. Plus sérieusement, les images mentales et le travail inconscient ou semi-conscient, pourquoi il est tellement important, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de mal à faire cohabiter les idées. C'est Alain Berthoz qui explique que autant notre système perceptif comme notre vision peut gérer beaucoup d'infos en parallèle,
autant les parties de notre cerveau qui sont impliquées dans les mécanismes des décisions, les parties frontales et préfrontales, ne peuvent la plupart du temps traiter qu'une seule information à la fois. Et c'est William James, je crois, qui dit qu'on peut gérer que 6 infos grand maximum à la fois. Je crois que c'est via des expériences spécifiques où, au lieu de montrer des suites de chiffres, on regroupe ces chiffres en quelque chose de plus reconnaissable. En groupe de 3 chiffres, par exemple. Si je vous dis 106, vous avez 3 données à gérer, alors que si je vous dis 106, vous en avez une seule. Bon, mais ils ont constaté qu'effectivement, c'était plus efficace de regrouper tout ce qui nous paraît abstrait en quelque chose de plus concret pour nous. Et ils ont constaté aussi qu'on ne pouvait pas gérer beaucoup de choses en même temps. Pour les idées, vous pouvez tester vous-même. Essayez là de faire cohabiter dans votre tête 2 idées différentes ensemble, puis vous en rajoutez une troisième, puis une quatrième. Vous allez voir que l'exercice est vite difficile. Notre inconscient, lui, il n'a pas ces limites-là. Il va faire sa tambouille de son côté. Il est beaucoup plus créatif. Faut le laisser cuisiner dans son coin sans trop le déranger. Des fois, vous allez sentir des odeurs étranges, entendre des bruits, de trucs qui se cassent, ou le voir passer tout fier en portant un gâteau aux endives et à la cannelle. Vous allez vous demander s'il est pas un peu con des fois. Mais sachez que l'intelligence et la créativité ne sont de toute façon pas corrélées. Enfin si, mais en fait assez peu. C'est-à-dire qu'on suppose que les deux servent des objectifs différents. Enfin ça, j'en parlerai une prochaine fois.